Je m'appelle Solène Cédillo. J'ai 41 ans. Après 10 ans de mariage et aucun enfant, ma belle-mère a posé sa fourchette à table et m'a regardé. Notre fils mérite une vraie famille, a-t-elle dit, pas une femme qui n'a pas pu lui en donner une. Puis elle s'est tournée vers mon mari, tu mérites mieux. Il a fixé le sol. Il n'a pas dit un mot. Je n'ai pas argumenté. J'ai signé les papiers du divorce et je suis parti. 5 ans plus tard, ils se sont présentés sans y être invités à l'inauguration de mon entreprise. J'ai vu leur visage changer. J'ai vu mon ex-mari blêmir à cause de ce qu'ils ont vu, à cause du petit garçon dans mes bras. Ils n'avaient aucune idée de qui il était. Et le temps qu'ils comprennent, il était déjà trop tard. Avant d'aller plus loin, si cela pèse déjà lourd dans votre poitrine, prenez une seconde pour aimer et vous abonner. Cela aide ces histoires à atteindre les personnes qui en ont besoin. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'adore savoir jusqu'où elle voyage. Je suis Solène. C'est l'histoire de la famille qui m'a rejeté et de ce que je ne savais pas que je portais le jour de mon départ. Laissez-moi vous ramener à l'automne où tout s'est effondré. J'ai épousé Daniel Archambault en juin 2010. J'avais 25 ans. Il était gentil de cette manière silencieuse que l'on confond facilement avec de la force. Il riait de mes blagues. Il tenait les portes. Quand il m'a demandé en mariage, il l'a fait dans le jardin de sa grand-mère, un genou dans l'herbe mouillée, et j'ai dit oui avant qu'il ait fini de demander. Sa famille avait un nom à Providence, pas célèbre, juste ancien. Les Archambault dirigeaient une entreprise de matériaux de construction depuis 3 générations, et mon beau-père, Gérard, portait cette histoire comme un manteau qu'il n'enlevait jamais. Viviane, sa femme, gérait tout le reste. Les dîners, les vacances, les opinions. Il n'y avait pas une décision dans cette famille qu'elle ne touchait pas. J'avais une vie avant eux. J'avais passé 4 ans à restaurer des meubles dans un atelier de restauration, et j'adorais ça. L'odeur de l'huile de lin, le mordant du papier de verre fin, la façon dont une chaise morte pouvait reprendre vie entre vos mains. La semaine avant le mariage, le propriétaire de l'atelier m'a proposé de devenir son associé. J'ai refusé. Viviane avait souri à l'idée que je travaille comme on sourit au dessin d'un enfant. Les femmes Archambault n'ont pas besoin de travailler, ma chérie, avait-elle dit. Tu as un foyer maintenant. Alors, j'ai laissé tomber. Je me suis dit que c'était l'amour. J'ai gardé une vieille chaise dans le garage et je la retapissais les week-ends, seule, comme une petite chose que je n'étais pas prête à abandonner. Les 2 premières années, personne n'a mentionné les enfants. La 3e année, Viviane a commencé à laisser des brochures sur le comptoir. Clinique de fertilité, spécialiste. À la 5e année, chaque fête commençait par la même phrase, lancée avant même que j'ai enlevé mon manteau. Des nouvelles? Il n'y avait jamais de nouvelles. Nous avons vu des médecins, tous. J'ai appris un vocabulaire que je n'ai jamais voulu connaître. Fenêtre d'ovulation, bilans hormonaux, motilité, inexpliquée. Ce dernier mot nous a suivis partout. Infertilité inexpliquée. Aucune cause qu'il pouvait trouver, aucun coupable à pointer du doigt. Juste une porte qui ne s'ouvrait pas, mois après mois, et un calendrier que Viviane semblait garder dans sa propre tête. J'ai appris à lire une pièce avant d'y entrer. J'ai appris quelles questions allaient venir et de qui. À Thanksgiving, Viviane plaçait les bébés des cousins au centre de la table, où tout le monde pouvait les voir, et disait une prière qui remerciait toujours Dieu pour les enfants qui perpétuent cette famille. La chaise à côté de moi restait vide, année après année. La même chaise. Il y a une photographie dans l'escalier des Archambault. 4 générations, en noir et blanc en haut, en couleur en bas. Gérard se tenait devant après le dîner, les mains dans les poches, la regardant comme un homme lisant les Écritures. Un nom ne survit que si quelqu'un le porte, a-t-il dit une fois. Pas à moi, juste à voix haute dans la pièce. Daniel l'a entendu aussi. Il n'a pas répondu. Une fois. Seulement une fois. Viviane a dit quelque chose que je n'ai compris que bien plus tard. Nous étions seuls dans sa cuisine, tard. Un long silence s'était installé sur la vaisselle. Elle n'était pas cruelle ce soir-là. Elle était presque douce. Je sais ce que coûte un mariage sans enfant, a-t-elle dit. Je le sais mieux que quiconque dans cette maison. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire.
Elle a rouvert le robinet et n'a pas répondu. Je pensais qu'elle parlait de moi. Je n'avais aucune idée qu'elle parlait d'elle-même. Et Daniel m'aimait. Je le crois encore. Mais quelque part au cours de ces 10 ans, je l'ai vu apprendre à détourner le regard. Chaque fois que sa mère commençait, sa main glissait de la mienne pour se poser sur ses propres genoux. Petit, presque rien. J'ai essayé de lui en parler une fois. Nous étions dans la voiture, en quittant un autre dîner où on m'avait posé la question 2 fois avant le dessert. Je lui ai dit que ça devenait difficile à supporter. Je lui ai demandé de lui dire quelque chose, juste une fois. Il a gardé les yeux sur la route. Elle ne pense pas à mal, a-t-il dit. Tu sais comment elle est. C'est plus simple de ne pas en faire toute une histoire. Plus simple. C'était le mot qu'il choisissait toujours. Pas plus gentil, pas juste, plus simple. J'ai commencé à disparaître de petites manières que je n'ai pas remarquées au début. Je voyais moins mes anciens amis de l'atelier parce que le calendrier de Viviane avait toujours quelque chose. J'ai arrêté de restaurer la chaise dans le garage parce que quel était l'intérêt d'un passe-temps dans une vie qui était censée être consacrée à quelque chose de plus grand. Je suis devenu très doué pour être ce qu'il voulait que je sois. Agréable, décorative, patiente, et très silencieuse sur la femme que j'étais. Je me disais que c'était juste une saison. Je me disais que le bébé viendrait et que le reste se mettrait en place. Je me suis dit beaucoup de choses dans cette maison, pendant ces années. La première fois que sa main a glissé, je me suis dit qu'il était fatigué. La 10e année, j'avais cessé de la chercher tout court. La pression n'est pas arrivée d'un seul coup. Elle est venue par petites coupures. L'année de mes 34 ans, la cousine de Daniel a eu un bébé, un garçon. Viviane a organisé la fête prénatale à la maison et m'a demandé de l'aider à recevoir. J'ai plié de minuscules grenouillères bleues pendant 3 heures et j'ai souri jusqu'à en avoir mal au visage. À la fin, elle a mis un sac cadeau dans mes mains. Les restes des décorations. Pour quand ce sera ton tour, a-t-elle dit. Puis plus bas, presque pour elle-même, si c'est ton tour. Je suis rentré en voiture et je suis resté assise dans l'allée pendant 20 minutes avant de pouvoir entrer. Il y en a eu une centaine comme ça. Un baptême de cousin où on m'a demandé de tenir le bébé pour m'entraîner. Un cabinet de médecin où le spécialiste, gentil mais direct, a de nouveau prononcé le mot inexpliqué et Viviane, qui avait insisté pour venir, a soupiré comme si c'était un verdict contre moi personnellement. Un Noël où elle a donné à chaque petit enfant une chaussette avec leur nom brodé dessus et il n'y avait pas de chaussettes pour la chaise vide et tout le monde a fait semblant de ne pas remarquer. Il y a eu un rendez-vous que je n'oublierai jamais. Une consultation sur les prochaines étapes. Quelque part de nouveau. Viviane avait insisté pour nous conduire, puis avait insisté pour entrer. Elle s'est assise dans le coin avec son sac à main sur ses genoux pendant qu'un médecin parlait de mon corps comme d'un problème à résoudre. Quand il a de nouveau prononcé le mot inexpliqué, elle a expiré lentement par le nez, comme on le fait quand quelqu'un vous a déçu exprès. N'y a-t-il rien d'autre que nous puissions essayer, a-t-elle dit. Nous, comme si c'était son corps sur la table. Daniel était assis à côté de moi et étudiait ses propres phalanges. J'ai attendu qu'il le dise. Maman, s'il te plaît, laisse-nous faire ça seul. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a jamais fait. Gérard a commencé à parler différemment de l'entreprise à cette époque. Succession, continuité. Qui porterait le nom Archambault à la prochaine génération? Au dîner, il regardait Daniel, puis l'espace vide où un petit enfant aurait dû être, et laissait la phrase s'évanouir dans son vin. Un soir, j'ai trouvé un dossier sur la table de la cuisine. Planification successorale, document de fiducie. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'en avais pas besoin. Les Archambault dessinaient une carte de l'avenir, et je savais déjà que je n'y figurais pas. C'est arrivé un dimanche de novembre 2020. Viviane a appelé et nous a demandé de venir dîner. Juste la famille. J'aurais dû le deviner à sa voix. Elle était trop calme. Le genre de calme qui s'installe après qu'une décision a déjà été prise sans vous. J'ai su que quelque chose se préparait dans la voiture. Daniel est resté silencieux pendant tout le trajet. Trop silencieux. Je lui ai demandé 2 fois si tout allait bien, et les 2 fois il a dit bien sans me regarder. Quand nous sommes entrés dans l'allée, il est resté assis un instant, les mains sur le volant, avant de couper le moteur. Nous nous sommes assis à la longue table.
Gérard en bout de table, Viviane à sa droite, Daniel à côté de moi. Personne n'a touché à la nourriture. Elle a posé sa fourchette. Elle a croisé les mains. Solène, a-t-elle dit, nous t'aimons. Tu le sais, mais il est temps d'être honnête. Je n'ai pas bougé. Notre fils mérite une vraie famille. Sa voix n'a pas tremblé, pas une seule fois. Pas une femme qui n'a pas pu lui en donner une. L'horloge sur le mur continuait de faire tic-tac. Puis elle s'est tournée vers Daniel. Elle a posé sa main sur son bras, doucement, comme on toucherait quelqu'un à un enterrement. Tu mérites mieux, mon chéri, a-t-elle dit. Tu as encore le temps. Elle n'en a plus. Tout le monde a regardé Daniel. C'était le moment, le seul qui ait compté en disant. Tout ce qu'il avait à faire était de dire un mot. Mon nom même, juste mon nom. Il a regardé le sol. Il ne m'a pas défendu. Il n'a pas cherché ma main. Il n'a pas dit à sa mère qu'elle était allée trop loin. Il a fixé le grain du parquet comme s'il pouvait se fendre et l'emmener ailleurs. J'ai appris quelque chose à cette table. On peut aimer quelqu'un et quand même le trahir. Il suffit de rester très silencieux pendant que ça se passe. Gérard s'est éclairci la gorge et a regardé sa montre, comme il le faisait quand une conversation devenait inconfortable. Nous avons pris la liberté, a-t-il dit, de parler à quelqu'un des arrangements. C'est plus propre comme ça pour tout le monde. Ils avaient déjà appelé un avocat. Avant de m'appeler pour dîner, ils avaient appelé un avocat. Je n'ai pas pleuré. Je veux que vous compreniez ça. Je n'ai pas haussé la voix. Je suis restée assise là, les mains croisées sur mes genoux, exactement comme les siennes, et j'ai senti quelque chose se fermer en moi. Une porte qui se fermait doucement. D'accord, ai-je dit. C'est tout. D'accord. Je me suis levé. J'ai remercié Viviane pour le dîner que je n'avais pas mangé. J'ai pris mon manteau. Daniel m'a accompagné jusqu'à la porte et est resté là, la bouche à moitié ouverte, comme s'il y avait une phrase en lui qui ne trouvait pas son chemin. Solène, a-t-il commencé. Ne dis rien, ai-je dit, pas en colère, juste terminé. Je suis rentré seul en voiture. Daniel est rentré avec ses parents. Laissez cela vous imprégner un instant. Le soir où son mariage s'est terminé, mon mari est rentré chez lui avec les personnes qui y ont mis fin. 3 jours plus tard, une carte est arrivée par la poste. Enveloppe couleur crème. L'écriture de Viviane, cette écriture soignée et penchée qu'elle utilisait pour tout. À l'intérieur, pas de salutation, pas de signature, une seule phrase. Une déception stérile ne devrait pas faire traîner ce qui est déjà terminé. Laisse-le partir avec grâce. Je l'ai lu une fois. Puis je l'ai relu. Puis j'ai fait quelque chose que je ne peux toujours pas expliquer complètement. Je ne l'ai pas jeté. Je l'ai mise dans une boîte à chaussures dans mon placard, sous une paire de bottes que je ne portais jamais. Je ne savais pas pourquoi je la gardais. Je savais juste, d'une manière ou d'une autre, que j'en aurais besoin un jour. L'avocate qu'une amie m'a recommandée s'appelait Rebecca Leclerc. Yeux vifs, carré gris. Aucune patience pour les absurdités. Quand je lui ai raconté l'histoire, elle n'a pas eu le souffle coupé et elle ne m'a pas pris la main. Elle a plutôt fait glisser un bloc-notes sur le bureau. Gardez tout, a-t-elle dit. Chaque texto, chaque carte, chaque date. Vous me remercierez plus tard. Le règlement était simple. Les Archambault voulaient que je parte et ils voulaient que ce soit propre. Gérard a fait un chèque pour s'en assurer. Comme pour fermer un compte. J'ai signé dans le bureau de Rebecca par un après-midi gris. Le stylo s'est arrêté à mi-chemin de la page. Pendant une seconde, j'ai pensé à tout ça. Le jardin, la demande en mariage, 10 ans. Puis j'ai fini mon nom. J'ai déménagé avant Noël. Et puis tout a changé. Le divorce a été finalisé le printemps suivant. Avril. Je me souviens de la nuit où les papiers sont arrivés à cause du silence de l'appartement. Une chambre, mur beige, des cartons que je n'avais pas déballés parce que déballer l'aurait rendu réel. Je me suis assise par terre au milieu de la pièce et je ne me suis pas levée pendant longtemps. J'avais 36 ans. Pas de mari, pas de carrière, pas d'enfant, un nom qui n'était plus le mien. Je suis redevenu Solène Cédillo comme on retourne dans une maison après un incendie, en reconnaissant les pièces,
pas l'odeur. Les premières semaines seules ont été un silence étrange. Pas de questions à la porte, pas de calendrier dans la tête de quelqu'un d'autre. Je me réveillais à 3 heures du matin par habitude, prête pour une dispute qui n'arrivait pas, et je restais là à écouter le radiateur faire tic-tac. J'ai pris des services partout où je pouvais ces premières semaines. Quelques jours dans une quincaillerie, un week-end à aider une amie à préparer des maisons pour la vente, n'importe quoi pour payer les factures pendant que je cherchais qui j'étais sans un Archambault devant mon nom. J'ai vendu mon alliance à un bijoutier du centre-ville. Il a offert un prix juste et n'a pas posé de questions, et j'ai utilisé l'argent pour le premier mois de loyer d'un endroit qui était à moi, sans la permission de personne. C'était la période la plus solitaire que j'ai jamais connue. C'était aussi, étrangement, la première fois depuis des années que je pouvais m'entendre penser. Mais quelque chose n'allait pas avec mon corps, et je m'étais dit que c'était le stress. J'étais fatigué d'une manière que le sommeil ne réparait pas. Les odeurs me retournaient l'estomac, surtout le café, dont j'avais vécu pendant une décennie. Mon amie Diane l'a remarqué avant moi. Diane et moi avions travaillé ensemble à l'atelier de restauration des années auparavant, et elle était restée dans ma vie alors que la plupart des gens s'étaient éloignés. Elle m'a regardé repousser une tasse pleine un matin, a posé la sienne et l'a dit clairement, « Solène, quand as-tu eu tes règles pour la dernière fois ?» Je n'ai pas répondu. Je ne m'en souvenais pas. J'ai acheté le test dans une pharmacie à 2 villes de là, où personne ne connaissait mon visage. Je ne pouvais pas me résoudre à le faire à la maison, alors je l'ai fait dans les toilettes d'une clinique parce que je ne me faisais pas confiance pour être seul dans cet appartement quand je regarderais le résultat. 2 lignes. Je suis resté assise sur le bord du lavabo pendant un long moment. Après 10 ans à m'entendre dire que j'étais la raison, après 10 ans d'inexpliqué, après qu'il m'ait regardé dans les yeux et m'ait appelé une femme qui ne pouvait pas, j'étais enceinte. Je veux être honnête à propos de ce moment car ce n'était pas seulement de la joie. C'était de la joie et du chagrin si étroitement mêlés que je ne pouvais pas les séparer. L'enfant qu'ils avaient dit que je ne leur donnerais jamais était là. Et l'homme qui aurait dû me tenir la main avait fixé un plancher et laissé sa mère me renvoyer. Je n'ai appelé personne ce jour-là, même pas Diane. Cette nuit-là, j'ai fait défiler jusqu'au nom de Daniel. Mon pouce a plané dessus. J'ai pensé à ce qui arriverait si je leur disais, et je savais exactement ce qui arriverait. Viviane voudrait ce bébé plus qu'elle ne m'avait jamais voulu. Il y aurait des avocats, du genre qu'ils pouvaient se permettre et que je ne pouvais pas. Il y aurait des dîners du dimanche et des visites des grands-parents et une vie entière passée dans cette maison sous cet escalier pendant qu'ils décideraient comment mon enfant porterait leur nom. Ils m'avaient déjà montré ce qu'ils faisaient des gens qui ne produisaient pas. Je n'allais pas leur donner un enfant à élever de la même manière. J'ai éteint le téléphone. Je l'ai posé face contre table sur la table de chevet. Je l'ai porté seul pendant près de 2 semaines. Je restais éveillé avec une main sur mon ventre à faire des calculs, terrifié et émerveillé dans le même souffle. Finalement, je l'ai dit à Diane autour d'un café que je ne pouvais toujours pas boire. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a tendu la main sur la table et a pris mes 2 mains. « Tu le gardes ?» a-t-elle demandé. D'une manière ou d'une autre, elle avait déjà dit « le ». Oui. C'était la première fois que je le disais à voix haute et c'est sorti d'une voix stable. « Alors tu ne le feras pas seul ?» a-t-elle dit. « Tu le feras avec moi. » Et elle le pensait. Elle s'est assise sur la chaise où Daniel aurait dû être à chaque rendez-vous par la suite. Je suis allé au bureau de Rebecca la semaine suivante et je lui ai dit. Elle ne m'a pas félicité. Elle a posé des questions, des dates, le calendrier du jugement, quand la conception avait probablement eu lieu. Elle a tout noté, et à la fin, elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Quel nom figurera sur l'acte de naissance? Le mien, ai-je dit, seulement le mien. Elle a hoché la tête lentement. Alors gardez cette boîte à chaussures, a-t-elle dit, et commencé un dossier. La carte, le règlement, le jugement, les dossiers médicaux, des dates sur absolument tout. Mettez-le en lieu sûr et n'y touchez pas. Pourquoi? Parce que les gens qui jettent quelque chose, a-t-elle dit, ont l'habitude de le vouloir en retour dès qu'il a de la valeur. Quand ce jour viendra, vous ne vous disputerez pas avec eux. Vous ouvrirez simplement le dossier et laisserez les papiers parler. Je l'ai gardé au fond de mon placard, à côté des bottes, à côté de la carte. J'ai fait un choix ce printemps-là, et je ne l'ai jamais regretté une seule fois. Même les nuits où ça m'a presque brisé. Avant de vous dire comment se sont passées les 5 années suivantes, je veux votre avis.
Que pensez-vous qu'il soit arrivé le jour où cette famille a finalement appris la vérité? Dites-le-moi ci-dessous. Je vous promets que presque personne ne devine juste. Mon fils est né le 22 juillet. J'étais seul dans la salle d'accouchement, à l'exception de Diane, qui me tenait la main et me racontait des blagues dont je ne me souviens pas entre les contractions. Il y avait une chaise près du lit pour un partenaire. Elle est restée vide tout le temps, et je me suis forcé à arrêter de la regarder. Quand ils l'ont mis sur ma poitrine, l'infirmière a souri et a dit « C'est un garçon ». Je l'ai appelé Ellie. Pas une seule personne de la famille Archambault ne savait qu'il existait. Ni Daniel, ni Gérard, ni Viviane, assises dans cette grande maison sous ces 4 générations de photographies, se demandant toujours ce qui ferait avancer le nom. Le nom qui avançait était le mien. Je ne vais pas romancer ce qui a suivi. La première année m'a presque anéanti. J'avais un nouveau-né et un compte courant qui planait juste au-dessus de zéro. L'argent du règlement est parti vite. Premier mois, dernier mois, dépôt de garantie, une voiture d'occasion, un berceau, le genre de facture qui arrive que vous ayez dormi ou non. J'ai scotché les pires au réfrigérateur pour ne pas pouvoir prétendre qu'elle n'était pas là. J'avais besoin d'argent et j'avais besoin d'un travail que je pouvais faire avec un bébé sur la hanche. Alors je suis retourné à la seule chose pour laquelle j'avais toujours été doué. J'ai commencé avec une commode que quelqu'un avait laissée sur un trottoir. Chêne massif, bonne structure, finition abîmée. Je l'ai montée par les escaliers, je l'ai décapée sur une bâche dans le parking, et j'ai travaillé dessus la nuit après qu'Ellie se soit endormie. Huile de lin à nouveau, papier de verre. L'odeur de mon ancienne vie qui revenait à travers mes mains. Je l'ai vendue sur une application de marché pour 110 $. J'ai pleuré quand l'acheteur est parti avec, non pas parce que la commode me manquait, mais parce que pour la première fois depuis des années, j'avais créé quelque chose. Quelqu'un le voulait et l'argent était à moi. Personne ne me l'avait donné. Personne ne pouvait le reprendre à une table de dîner. Diane vendait des bougies et des poteries à un marché aux puces le week-end de l'autre côté de la rivière. Elle m'a obtenu une demi-table à côté de la sienne. Je chargeais la voiture à 5 heures du matin, j'attachais Ellie dans son siège, et j'installais une table pliante de tables de chevet restaurées et de petites étagères avant le lever du soleil. 30 $, c'est 30 $, a dit Diane le premier matin en me regardant hésiter sur une étiquette de prix. Demande ce que ça vaut, Solène. Une femme a acheté une table de chevet restaurée ce premier jour et s'est arrêtée devant la poussette. Il ressemble tellement à son papa, a-t-elle dit en souriant à Ellie. J'ai souri en retour et j'ai dit « merci », et j'ai senti ma poitrine se serrer parce qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de dire. J'ai regardé mon fils, la forme de son front, la ligne de sa mâchoire. Même si jeune, il avait un visage que je reconnaissais d'un escalier dans une maison où je n'entrerai plus jamais. Je n'ai pas dit un mot. J'ai ajusté sa couverture et j'ai rendu la monnaie au client suivant. En grandissant, la ressemblance n'a fait que s'accentuer. Le front des Archambault, la ligne particulière de la mâchoire que j'avais vue dans une centaine de photographies encadrées sur cet escalier. Des étrangers le mentionnaient constamment. Gentiment, sans aucune idée de ce qu'il me donnait. Il ressemble tellement à son père. Je souriais et j'acquiesçais parce que c'était vrai. Et parce que l'homme pour qui c'était vrai n'avait aucune idée qu'il était en vie. Les marchés étaient brutaux et ils étaient honnêtes. Certains samedis, je gagnais 40 $, d'autres 4 cents. J'ai appris à lire ce que les gens prenaient. J'ai appris qu'une pièce propre et simple avec une finition honnête se vendrait mieux qu'un objet sophistiqué à chaque fois. J'ai appris à allaiter un bébé sur une chaise pliante derrière une table et à donner un prix en même temps sans manquer ni l'un ni l'autre. Il y avait un homme nommé Walter qui passait la plupart des samedis, retraité, l'œil vif, un peu seul. Il n'achetait jamais grand-chose, une petite étagère, un tabouret, un cadre photo réparé, mais il restait et parlait pendant qu'Ellie faisait la sieste sous la table. Et un matin froid où je n'avais rien vendu à midi, il a acheté une table d'appoint dont il n'avait manifestement pas besoin. Ma défunte femme aurait aimé le travail honnête, a-t-il dit en comptant les billets lentement. N'osez pas abandonner avant que cette ville ne vous rattrape. Je n'ai pas abandonné. Les matins les plus difficiles, je pensais à Walter disant cela et j'installais la table quand même. À la fin de cette première année, j'avais des habitués. Des gens qui revenaient en demandant ce que j'avais d'autre. L'un d'eux a posé la question qui a tout déclenché. Faites-vous du sur-mesure ? J'ai un ensemble de salles à manger que je veux assortir.
J'ai dit oui avant de savoir comment. Puis j'ai trouvé comment. J'ai commencé à marquer au fer le dessous de chaque pièce que je faisais, un petit roitelet et en dessous une pierre. Roitelet pour la petite chose qui chante quand même. Pierre pour la chose qui ne bouge pas, peu importe qui la pousse. Le roitelet et la pierre. C'était un nom et une marque gravés à la main et une demi-table à un marché aux puces avec un bébé dormant en dessous. Le chemin à parcourir était long et escarpé et je le parcourais seul avec mon fils attaché dans mon dos. Le premier véritable atelier était une unité qui fuyait dans une ancienne usine textile. Froid en hiver et un four en été. Un loyer que je pouvais à peine couvrir. J'ai signé le bail les mains tremblantes et Ellie endormie dans le porte-bébé contre ma poitrine. Le propriétaire a regardé le bébé, m'a regardé et m'a demandé si j'avais un partenaire qui cosignerait. Non, ai-je dit, c'est juste moi. Il l'a signé quand même. Je pense qu'il s'attendait à ce que j'échoue. La plupart des gens le pensaient. Pendant un certain temps, ça a presque marché. Puis ça a failli ne pas marcher. J'avais décroché ce qui semblait être une énorme commande. Un restaurant qui faisait une rénovation complète au centre-ville. 12 tables et un long comptoir de bar. Le plus gros contrat que j'avais jamais proposé, de loin. J'ai acheté le bois à crédit. J'ai travaillé la nuit avec un babyphone sur l'établi et 3 semaines plus tard, le propriétaire a envoyé un courriel. Vraiment désolé, les investisseurs se sont retirés. Nous suspendons le projet indéfiniment. Impossible de prendre livraison. Aucun contrat signé qui tiendrait. Aucun acompte que je pourrais récupérer. Le bois était à moi et la dette aussi. Je me suis assise dans cet atelier froid avec une calculatrice et j'ai fait les comptes et les comptes ne tombaient pas juste. J'étais à près de 30 000 $ de découvert avec un bambin, sans partenaire et sans famille à appeler. Il y avait une famille que j'aurais pu appeler. Je veux que vous sachiez à quel point la situation était grave parce que c'est la partie que les gens sautent quand ils racontent ces histoires. Il y a eu une nuit cet hiver-là où Ellie a eu une forte fièvre et n'arrêtait pas de pleurer. Et j'étais si fatigué que la pièce tanguait quand je me levais. Je me suis assise sur le sol de l'atelier, le dos contre une pile de bois invendus et mon téléphone à la main. L'ancien numéro de Viviane était toujours enregistré dedans. J'y ai pensé. J'ai pensé à la facilité avec laquelle ce serait. Le mot que Daniel utilisait, plus simple. Comment ils avaient de l'argent. Comment ils avaient un nom. Comment ils nous accueilleraient et le prendraient en charge. Et je passerai le reste de ma vie reconnaissante et petite dans cette maison. J'ai remis le téléphone dans ma poche. J'ai conduit mon fils aux urgences à minuit. J'ai payé la facture avec une carte que je n'aurais pas dû utiliser et je l'ai bercé dans la salle d'attente jusqu'à ce que la fièvre tombe. Et le lendemain matin, je me suis levé et je suis retourné travailler parce que avancer était la seule direction qui restait. C'est le plus près que je suis jamais venu de revenir en arrière. Je veux être honnête à ce sujet. Ce n'est pas l'orgueil qui m'a arrêté. L'orgueil est un luxe à minuit avec un bébé malade. C'était quelque chose de plus froid et de plus clair. Je savais que si je les appelais, ils ne me sauveraient pas. Ils m'absorberaient. Ils prendraient la seule chose que j'avais jamais faite qui était entièrement mienne et l'élèveraient dans cette maison, sous cet escalier, pour en faire le genre d'homme qui apprend à regarder le sol. Je préférerais me noyer dans cette usine froide que de leur livrer mon fils. Alors, je n'ai pas appelé. Je n'ai jamais appelé. Ce qui m'a sauvé n'était pas un miracle. C'était un appel téléphonique, puis une année sans sommeil. Un hôtel de charme rénové au centre-ville. Leur décoratrice avait vu une de mes pièces chez un client et m'avait retrouvé grâce au marché aux puces. Elle est venue à l'usine en talons qui n'avait rien à faire sur ce sol et a parcouru l'espace lentement, passant ses doigts sur un dessus de table. J'ai besoin de mobilier sur mesure pour 30 chambres, a-t-elle dit. Tête de lit, bureau, et un comptoir de réception qui est la première chose que chaque client voit en entrant. C'était la commande qui sauverait le roitelet et la pierre ou qui l'achèverait. Il n'y avait pas de milieu. Quand pouvez-vous livrer, a-t-elle demandé. Le délai était brutal. Le volume était plus que ce que je pouvais physiquement fabriquer seul, et je le savais en étant là. J'ai dit oui quand même, parce que non était la fin de tout ce que j'avais construit. Le mobilier seul était plus que ce que j'avais jamais tenté. 30 chambres de tête de lit et de bureau, chacun fait à la main. Je commençais avant l'aube et je travaillais longtemps après l'heure du coucher d'Ellie, le babyphone crépitant sur l'établi.
J'ai fait des erreurs que je ne pouvais pas me permettre, je les ai corrigées et je les ai refaites. Certaines nuits, je ponçais jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal à travers les gants. Il y a eu une période ce mois-là où je n'ai vraiment pas cru que j'allais survivre. J'avais sous-estimé la main-d'œuvre comme on le fait quand on est désespéré, donc chaque heure que je perdais était de l'argent que j'avais déjà dépensé. J'ai traîné un lit de camp dans le coin pour ne pas avoir à choisir entre le sommeil et le travail. La plupart des nuits, je choisissais le travail. J'ai arrêté de faire les marchés. J'ai vendu le bois du restaurant à perte pour acheter ce dont l'hôtel avait besoin. Un blog de design a publié un petit article. Une photo de mes mains, la marque du roitelet et de la pierre, 3 phrases sur une mère célibataire qui fabriquait des meubles dans une vieille usine. Les courriels ont augmenté. Un filet, puis un courant. Mais la date limite de l'hôtel pesait sur ma poitrine comme une pierre, et la vérité était simple et inévitable. Je pouvais construire le mobilier. Je ne pouvais pas faire le travail de menuiserie fine sur ce comptoir de réception. Que d'arondes, incrustations, une finition qui devait être impeccable sous les projecteurs. Et le faire si vite seul avec un bambin. J'avais besoin d'un vrai menuisier, quelqu'un qui pourrait faire les parties que je ne pouvais pas et les faire parfaitement dans un délai qui effrayait tout ce que je demandais. J'ai demandé dans les scieries. La 3e que j'ai essayé, un vieil homme derrière le comptoir a glissé une carte de visite sans beaucoup d'explications. Theo Walsh, a-t-il dit. Travail sur mesure. Il est lent à rappeler. Il en vaut la peine. J'ai failli abandonner 100 fois cette année-là. Puis j'ai appelé le numéro sur cette carte. Il est venu à l'atelier un mardi, veste en toile usée, de la sueur dans les plis de ses mains comme si elle y vivait, plus âgé que moi, avec un silence qui remplissait une pièce au lieu de la vider. Il a parcouru l'espace sans parler, a passé la paume de sa main sur un dessus de table que j'avais fini, comme on vérifierait la solidité d'un cheval. Puis il s'est accroupi sur les plans de l'hôtel étalés sur le sol et est resté silencieux un long moment. Ce délai est serré, a-t-il dit finalement. Je sais. Nous devrons être intelligents sur l'ordre des opérations. Pas nous verrons. Pas je ne sais pas si je peux. Juste nous. Comme si c'était déjà réglé entre nous. Il a ramassé un morceau de noyer, l'a tourné à la lumière de la fenêtre sale, l'a reposé. Mesure 2 fois, a-t-il dit. Coupe une fois. Tout le reste n'est que patience. Il était veuf. J'ai appris cela lentement, comme on apprend tout ce qui est réel sur Théo, par bribes, entre le travail. Sa femme, Claire, était décédée d'un cancer 6 ans auparavant. Il n'avait jamais eu d'enfant. Il ne l'a pas dit pour susciter la sympathie. Il l'a dit une fois, simplement, comme j'avais appris à dire ma propre histoire, puis il est retourné marquer une planche. Nous avons travaillé côte à côte pendant des mois sur cette commande d'hôtel, de longues nuits, un chauffage d'appoint entre nous et un thermos de mauvais café. Et voici la chose que j'ai remarquée. La chose qui m'a rendue nerveuse parce que je m'étais promis de ne plus jamais être nerveuse à propos d'un homme. Il était bon avec Ellie sans essayer de l'être. Il ne le jouait pas. Il ne s'agenouillait pas avec une grande démonstration d'être génial avec les enfants. Il parlait à mon fils comme à une personne. Quand la chaîne du tricycle d'Ellie a sauté, Théo l'a réparée avant que je ne m'en aperçoive. De la graisse sur les mains, mon garçon accroupi à côté de lui, observant chaque mouvement comme si c'était magique. J'ai construit un mur quand même. J'avais appris ce qui se passe quand on laisse quelqu'un entrer et qu'on a ensuite besoin qu'il vous défende. Je suis resté professionnel. Je suis resté mesuré. Quand la commande de l'hôtel a été expédiée et que la décoratrice a pleuré en voyant comment le comptoir de réception captait la lumière, Théo a simplement hoché la tête une fois et a commencé à balayer. Je m'attendais à ce que ce soit la fin. Ce n'était pas le cas. Il a continué à trouver des raisons de passer. Un gabarit qu'il avait construit qui pourrait m'aider, une source pour une meilleure quincaillerie. Ellie entendait le camion et courait à la fenêtre. Un dimanche, il a demandé si nous voulions aller à la côte, juste nous 3. J'ai failli dire non. J'avais une liste de raisons prêtes, comme toujours. Ellie a répondu avant que je ne le puisse, enfilant déjà ses chaussures. Nous avons marché sur une plage froide et Théo a appris à mon fils à faire des ricochets, s'accroupissant pour lui montrer le mouvement du poignet. Prends la plate, a-t-il dit. Mesure l'eau. Ne force pas, Ellie en a lancé une douzaine qui ont juste coulé et Théo a loué chacune comme si elle avait ricoché de l'autre côté de la baie. Sur le chemin du retour,
Ellie s'est endormie à l'arrière et Théo et moi n'avons pas beaucoup parlé. Nous n'en avions pas besoin. Quelque part sur cette autoroute, je me suis surprise à ne pas me préparer à quoi que ce soit. Ça m'a fait peur. À quel point ça ne me faisait pas peur. Un soir, nous rangions tard et Ellie s'était endormie sur une bâche dans le coin. Théo l'a désigné du menton. C'est un bon gamin, a-t-il dit. Silencieux, il observe tout, il ne manque pas grand-chose. Son père n'est pas dans le tableau, ai-je dit. Platement. Un fait pour fermer une porte. Théo n'a pas insisté. Il a essuyé un ciseau et l'a mis dans son emplacement. Perdre quelqu'un t'apprend pour qui ça vaut la peine de rester, a-t-il dit. Il ne parlait pas de moi. Il parlait de Claire. Mais c'est quand même atterri quelque part en moi et c'est resté. Il m'a fallu près d'un an pour lui dire la vérité. Nous étions ensemble à ce moment-là, de cette manière prudente et lente qui me faisait peur. Des dîners, une brosse à dents chez moi, Ellie demandant les soirs où Théo n'était pas là quand il reviendrait, et je savais que je ne pouvais pas laisser les choses aller plus loin sans qu'il sache tout, toute la forme de la chose. Alors un soir, après qu'Ellie se soit endormie, je me suis assise en face de lui à ma table de cuisine et je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé des 10 ans, des dîners, de la chaise vide, de la nuit où Viviane a dit que son fils méritait une vraie famille, du sol que Daniel a fixé au lieu de me regarder. Je lui ai dit que j'étais enceinte quand j'ai signé ces papiers et que le petit garçon endormi au bout du couloir était le petit-fils que cette famille avait prié d'avoir et qu'elle n'a jamais su avoir perdu. Que son père était l'homme qui n'a jamais prononcé mon nom. Je me suis préparé. Le tressaillement. Le lent recalcul que font les hommes quand une histoire devient trop lourde. La partie où ils se souviennent d'un autre endroit où ils doivent être. Il est resté silencieux un moment. Puis il a tendu la main sur la table et a posé sa main sur la mienne. Il ne l'a pas retirée. Alors ce petit garçon a besoin de quelqu'un qui reste, a-t-il dit. Je peux faire ça. C'est tout. Pas de condition. Pas de question sur le sang d'un autre homme. Pas de tressaillement à la taille de la chose. Pour la première fois de ma vie, je me suis laissé être celle qui était choisie. Nous sommes devenus une famille de la manière silencieuse et non officielle qui compte plus que toutes les manières bruyantes. Théo a appris à Ellie à poncer dans le sens du grain, sa grande main sur la petite de mon fils. Ellie a commencé à l'appeler par la porte arrière dès qu'il entendait le camion arriver. Nous n'avons pas mis d'étiquette dessus pendant un long moment. Nous n'en avions pas besoin. Il a d'abord déplacé quelques outils dans mon atelier, ce qui est la façon dont un homme comme Théo dit quelque chose de sérieux. Puis un tiroir chez moi. Puis il était juste là. Réparant l'escalier qui branlait, lisant à Ellie le même livre de dinosaures jusqu'à ce que nous l'ayons tous les trois mémorisé, se tenant devant la cuisinière le dimanche matin comme s'il s'y était toujours tenu. J'ai continué à attendre le piège. Le jour où il se souviendrait qu'Ellie n'était pas le sien et déciderait que cela avait de l'importance. Ce n'est jamais arrivé. Les seules choses qui aient jamais semblé importer à Théo étaient de savoir si mon fils était heureux et si je l'étais, dans cet ordre, chaque jour. Mais les Archambault ne savaient rien de tout cela, pas encore. Le magasin phare était le rêve que j'ai failli ne pas me permettre d'avoir. Après 3 ans de croissance que je n'aurais jamais cru possible, de l'usine qui fuyait à une petite boutique, puis à un partenariat de vente au détail, puis à une liste d'attente de personnes qui voulaient une pièce avec le roitelet et la pierre gravée au fond. J'ai signé un bail pour un local d'angle au centre-ville. De hautes fenêtres, de la vieille brique, de la place pour une salle d'exposition à l'avant et un véritable atelier à l'arrière où les clients pourraient voir le travail se faire. Théo a construit les installations lui-même. Le long comptoir de présentation était ennoyé, fini par nos 2 mains, avec un roitelet et une pierre gravée discrètement en dessous, là où personne ne le verrait. Le nôtre. Une blague privée entre nous deux dans le bois. Puis un magazine a appelé, un vrai avec un nom que les gens connaissaient. Il voulait un article complet. Un photographe a passé une journée entière à photographier l'espace, les pièces, moi à l'établi avec Ellie perchée sur un tabouret me tendant des pinces. Le titre qualifiait le roitelet et la pierre de retour que personne n'avait vu venir. Il a publié mon nom en gros caractères et en bas, il a annoncé la date de l'inauguration. Avril, un samedi. J'aurais dû savoir qu'une telle chose voyage plus loin que vous ne le prévoyez jamais. Elle a atteint les Archambault par l'intermédiaire d'un contact professionnel de Gérard. Quelqu'un dans les mêmes cercles qui a glissé le magazine sur une table de déjeuner et a demandé « N'est-ce pas l'ex-femme de votre fils ?»
J'ai reconstitué le reste plus tard grâce aux personnes qui étaient là. Comment Viviane a lu l'article 2 fois. Comment la photographie de la nouvelle salle d'exposition lumineuse et les mots « retour que personne n'a vu venir » lui ont fait quelque chose qui n'était pas de la chaleur. Quelque chose de plus proche de l'appétit. Le nom Archambault avait passé 3 générations à s'attacher au succès dans cette ville et voici un succès avec un visage qu'elle reconnaissait. C'est la fille Archambault, a-t-elle dit. Elle a plié le magazine très soigneusement comme elle pliait tout. Nous devrions y être. La famille soutient la famille. Gérard, d'après les récits que j'ai entendus plus tard, n'était pas sûr. L'entreprise s'était affaiblie au fil des ans, moins de contrats, une industrie qui avançait sans elle et il avait moins d'appétit pour une scène publique qu'auparavant. Il lui a dit de laisser tomber. Elle n'a pas laissé tomber. Viviane avait passé 40 ans à décider de ce que la famille faisait et ne faisait pas et une histoire de succès avec le lien Archambault, avec des caméras autour, n'était pas une chose qu'elle pouvait laisser appartenir à quelqu'un d'autre. Si notre nom doit y figurer, aurait-elle dit, alors nous serons dans la pièce. Alors ils sont venus et ils ont amené Daniel parce que Daniel allait là où on lui disait d'aller. Elle m'avait chassé de la famille parce que j'étais stérile. Maintenant qu'il y avait des caméras, j'étais de nouveau de la famille. Et Daniel? La vie de Daniel n'était pas devenue la vraie famille que sa mère lui avait promise. Il s'était remarié 2 ans après le divorce, une femme nommée Paige, et le mariage était devenu froid et silencieux presque depuis le début. Pas d'enfant. Ce printemps-là, les gens qui les connaissaient disaient que lui et Paige étaient à peine dans les mêmes pièces. Il passait ses journées dans l'entreprise de son père et ses soirées quelque part loin derrière ses propres yeux. Il n'était pas au courant de l'article. Il ne savait pas que quelque chose se préparait. Sa mère lui a dit qu'ils allaient soutenir un vieil ami et il est monté dans la voiture parce que monter dans la voiture quand sa mère le lui disait était la seule chose que Daniel avait toujours été capable de faire. Je savais que quelque chose pourrait arriver cependant, à cause de la presse. La semaine avant l'inauguration, j'ai sorti la boîte à chaussures des étagères du placard. La carte couleur crème était toujours à l'intérieur. L'encre était devenue un peu douce avec le temps. Je l'ai glissé dans le dossier que Rebecca m'avait fait garder toutes ces années auparavant. La carte, le règlement, le jugement daté de ce printemps-là, 5 ans en arrière. L'acte de naissance d'Élie daté de 3 mois après. Le tout en ordre, comme elle m'avait appris pour que les papiers puissent parler pour moi si jamais c'était nécessaire. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. J'ai failli le laisser à la maison. J'ai fermé le dossier et je l'ai mis dans mon sac quand même. Juste au cas où, ai-je dit à voix haute à personne d'autre qu'au placard. La veille de l'inauguration, Théo m'a trouvé assise à la table de la cuisine avec le dossier devant moi, non ouvert. Il n'a pas demandé ce que c'était. Il s'est juste assis en face de moi. Tu penses qu'ils viendront, a-t-il dit, pas une question. Je ne sais pas. Peut-être. L'article est partout. Il a hoché la tête lentement. Il s'est penché, a fermé doucement le dossier et a posé sa main à plat dessus. Alors ils viendront, a-t-il dit, et nous serons là, tous les 3. Il ne l'a pas dit comme une menace. Il l'a dit comme un fait sur la météo. C'était le moment le plus calme que j'avais ressenti depuis des jours. Ils étaient sur le point de tomber nez à nez avec la seule chose qu'ils avaient jetée. L'inauguration a eu lieu un samedi ensoleillé d'avril. À 14 heures, la salle d'exposition était pleine. Près de 150 personnes se sont déplacées dans l'espace. Des clients de la liste d'attente, la décoratrice de l'hôtel, 2 journalistes, le photographe du magazine, des fournisseurs de bois, des voisins et les habitués des jours de marché aux puces qui m'avaient vu construire tout ça à partir d'une table pliante et d'un bébé endormi. Diane travaillait à la table des boissons et donnait des ordres à tout le monde avec joie. Rebecca se tenait près du comptoir dans un beau blazer. Parce que quelque part au cours de ces années, mon avocate de divorce était discrètement devenue mon amie, et elle n'aurait manqué ça pour rien au monde. Théo était dans l'atelier à l'arrière avec Ellie, où c'était plus calme, laissant notre fils lui tendre des pinces et se sentir important. Je pouvais les entendre à travers la porte, le faible murmure de la voix de Théo, le rire d'Ellie. J'ai coupé le ruban à la porte d'entrée. Les gens ont applaudi. Pendant une minute parfaite, je me suis tenu au milieu de la chose que j'avais construite avec du chagrin, de la sueur et de l'entêtement, et je me suis laissé le ressentir jusqu'au plus profond de moi. Diane m'a trouvé près du comptoir et a mis un verre de quelque chose de pétillant dans ma main. Il y a 5 ans, tu pleurais pour une commode à $100, a-t-elle dit.
Regarde cette pièce. J'ai regardé. Un vieil habitué du marché a attiré mon regard de l'autre côté de la salle et a simplement hoché la tête, lentement, comme on hoche la tête à quelqu'un qui a réussi. Théo s'est penché à la porte de l'atelier un instant, Ellie sur ses épaules, et m'a fait un petit sourire privé avant de retourner occuper notre fils. J'ai pensé pendant une minute que rien ne pouvait toucher à ça. J'avais mérité cette minute. Je n'ai simplement pas pu la garder. Puis 3 personnes qui n'avaient rien à faire la sont entrées. Je les ai reconnues avant que mon esprit ne rattrape. La façon dont Viviane portait ses épaules, la coupe du manteau de Gérard, et Daniel, un demi-pas derrière ses parents, ressemblant à un homme qui avait été amené contre sa volonté et ne se souvenait pas d'y avoir consenti. La salle ne les connaissait pas. Pour tous les autres, c'étaient 3 autres invités bien habillés. Pour moi, c'était la table du dîner, la chaise vide, la carte pliée dans mon sac. Viviane m'a trouvé des yeux et s'est illuminée. Elle a traversé la salle les 2 mains tendues, sa voix portée pour être entendue. Solène, regarde-toi. Regarde tout ça. Nous sommes si fiers de toi. Quelques têtes se sont tournées à la chaleur de ses propos. Un journaliste a jeté un coup d'œil. Nous avons toujours su que tu l'avais en toi, a poursuivi Viviane, assez fort pour que le groupe d'invités le plus proche l'entende. Quel dommage la façon dont les choses se sont terminées entre toi et Daniel. Ces choses arrivent, n'est-ce pas? Mais la famille, c'est la famille, et nous devions simplement venir te soutenir pour ton grand jour. J'ai posé le verre que je tenais. C'est une version généreuse, ai-je dit. Ma voix était égale. Je m'étais entraîné à être égal pendant 5 ans. Voudriez-vous entendre ce que vous avez réellement dit la dernière fois que nous étions tous dans une pièce ensemble? Son sourire a tenu, mais quelque chose derrière a changé. Solène, ce n'est vraiment pas le « vous avez dit que votre fils méritait une vraie famille ». Je n'ai pas haussé la voix. Je n'en avais pas besoin. Les gens les plus proches de nous avaient arrêté leur propre conversation. La couleur est montée au visage de Gérard. Il a jeté un coup d'œil à la porte, puis à sa montre. Ce vieux réflexe. Viviane a ri, un rire léger et un peu aigu. Oh, ma chérie, le chagrin déforme la mémoire. Tu souffrais à l'époque. Nous avons tous dit des choses que nous ne pensions pas. Nous n'avons jamais voulu que ce qui était le mieux pour tout le monde. Pour toi aussi. Ce qui était le mieux, ai-je répété. Bien sûr. Elle a tendu la main vers mon bras, baissant la voix, changeant de tactique. Ne lavons pas notre linge sale en public devant tous tes invités, H.M. Nous sommes venus ici pour te célébrer. Profitons simplement de la journée. Et juste à ce moment-là, derrière moi, la porte de l'atelier s'est ouverte, et une petite voix a traversé toute la pièce. Maman, Théo dit que je peux utiliser le petit marteau. Ellie est sortie en courant, de la sueur sur les genoux, souriant d'une oreille à l'autre. Il a enroulé ses 2 bras autour de ma jambe, et sans réfléchir, je me suis penché et je l'ai soulevé sur ma hanche, comme je l'avais fait 1000 fois auparavant. La main de Viviane s'est figée dans les airs entre nous. Elle regardait son visage, le front, la mâchoire, 4 générations de photographies de son propre escalier, la regardant maintenant depuis les bras de la femme qu'elle avait qualifiée de stérile. Gérard est devenu complètement immobile. Son verre a basculé, et un mince filet de vin a coulé sur ses doigts et sur le sol. Il ne l'a pas remarqué. J'ai regardé les yeux de Viviane parcourir le visage de mon fils, comme on regarde quelqu'un lire une phrase qu'il ne veut pas être vraie. Le petit-fils pour lequel elle avait allumé des bougies. L'héritier dont Gérard avait parlé devant cet escalier, année après année. Debout dans une salle d'exposition poussiéreuse de Sûre, âgé de 4 ans dans les bras de la femme à qui ils avaient envoyé une carte la qualifiant de stérile. Ellie ne comprenait rien de tout cela. Il a regardé les 3 étrangers qui le fixaient, et a pressé son visage contre mon épaule. J'ai senti sa petite main agripper mon col. J'ai posé ma main sur son dos, je l'ai serré un peu plus fort, et j'ai attendu. Pendant un instant, personne dans cette pièce n'a respiré. Ce n'était pas fini. Qui, a dit Viviane. Sa voix était devenue mince et aiguë. Qui est cet enfant? J'ai tenu mon fils sur ma hanche. Je n'ai pas précipité les choses. J'avais attendu 5 ans. La salle pouvait bien attendre quelques secondes de plus. Il s'appelle Ellie, ai-je dit. Il a 4 ans. Il aura 5 ans en juillet.
Je l'ai regardé faire le calcul. Je l'ai vu se dessiner sur son visage comme le temps qui se gâte. 4 ans, né en juillet. Le divorce finalisé le printemps d'avant. Elle y est arrivée en même temps que Gérard. J'ai vu le moment exact où ça les a tous les deux frappés. Il a été conçu alors que Daniel et moi étions encore mariés, ai-je dit doucement, pour qu'ils doivent se pencher pour m'entendre par-dessus le silence. J'ai découvert que j'étais enceinte après avoir signé vos papiers, après que vous m'ayez envoyé cette carte. Je l'ai eue seule dans une pièce avec une chaise vide, et je l'ai élevée seule. J'ai laissé cela flotter dans l'air. C'est votre petit-fils, ai-je dit. La vraie famille que vous m'avez dit que je ne pouvais pas donner. Je me la suis donnée, et je l'ai fait sans un seul d'entre vous. Le silence qui a suivi n'était pas vide. C'était la chose la plus forte dans le bâtiment. 150 personnes, et on aurait pu entendre une vis tomber sur le béton. Les deux journalistes avaient arrêté de faire semblant de regarder les meubles. L'un d'eux avait maintenant son téléphone levé, l'écran tourné vers nous. La bouche de Viviane s'est ouverte et fermée. La performance avait disparu, complètement effacée. Ce qui restait en dessous était quelque chose de brut et d'ancien, et c'est sorti d'elle avant qu'elle ne puisse y réfléchir. Il est à nous. Elle l'a dit comme une loi de la nature. Puis plus fort, faisant un pas vers moi, vers Élie sur ma hanche. C'est du sang Archambault. C'est notre sang dans notre famille. Vous ne pouvez pas nous l'enlever. Vous n'en avez pas le droit. Elle a tendu la main vers lui. Théo était là avant qu'elle ait fini sa phrase. Il était sorti de l'atelier derrière Élie, et il s'est interposé, sans se presser, juste assez pour mettre son épaule entre mon fils et sa main tendue. Il n'a pas dit un mot. Il n'en avait pas besoin. Il s'est simplement tenu là, stable comme un cadre de porte. La façon dont il se tenait face à tout. Et voilà, à voix haute, devant les journalistes et la décoratrice et les habitués et toute la salle lumineuse que j'avais construite. Tout le monde venait d'entendre une étrangère appeler un enfant qu'elle n'avait jamais vu, le nôtre. Tout le monde venait d'entendre le mot « sang » de la même bouche qui, une minute auparavant, jouait l'amour. On pouvait sentir la salle se retourner. Je n'ai pas eu à la retourner. Elle l'a fait elle-même, de ses deux mains. Une femme près de la fenêtre, une de mes plus anciennes clientes du marché, a mis sa main sur sa bouche. La décoratrice de l'hôtel a fait un lent pas en arrière, regardant Viviane comme si elle avait vu quelque chose ramper dessous un joli tapis. Un jeune journaliste près de la porte a murmuré à son collègue et a commencé à taper rapidement. Deux clients pour qui j'avais passé des mois à construire des pièces ont échangé un regard que je n'oublierai pas. Le regard que les gens s'échangent quand un masque tombe en public. Diane avait complètement arrêté de servir. Et Rebecca se déplaçait déjà, sans se presser, comme elle se déplaçait vers une chose qu'elle avait vue venir depuis 5 ans. Maman. La voix de Daniel. Le premier son qu'il avait fait depuis qu'il avait franchi ma porte. Je l'ai regardé pour la première fois en 5 ans. Il fixait Élie, son propre visage, en plus petit, sur un garçon de 4 ans qui n'avait jamais entendu son nom. J'ai regardé toute l'architecture de sa vie se réorganiser derrière ses yeux. Les années froides avec Paige, la maison silencieuse sans enfant, la chose que sa mère avait juré être meilleure que ce qu'il avait jeté. Mon fils, a-t-il dit. À peine un murmure. Ses jambes semblaient perdre quelque chose sous lui. Il a cherché le bord du comptoir et l'a manqué, et Gérard a attrapé son bras. Ses yeux sont tombés sur le sol. Le même regard vide de cette table de dîner, il y a 5 ans et toute une vie. Sauf que cette fois, il n'y avait plus rien à éviter du regard. C'était déjà arrivé. C'était déjà parti. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Il avait eu un seul travail à une table de dîner il y a 5 ans, dire mon nom, se lever, choisir la femme qu'il a épousée plutôt que la mère qui dirigeait sa vie. Il n'a pas pu le faire alors. Et maintenant, le coup de ce silence se tenait sur ma hanche dans une chemise à rayures, appelant un autre homme par le nom qui aurait dû être le sien. Il ne pouvait pas défaire cela. Il n'y a pas de dossier pour ça. Certaines choses, on ne les perd qu'une seule fois. J'ai sorti le dossier de mon sac. Je ne l'ai pas ouvert comme un magicien. Je l'ai juste tenu là où il pouvait le voir. Tout est là-dedans, ai-je dit. Le jugement avec la date dessus, son acte de naissance avec la date dessus, et la carte que vous m'avez envoyée, Viviane, de votre écriture. Je l'ai regardé.
Voulez-vous que je la lise à voix haute pour tout le monde? Ou vous souvenez-vous de ce que vous avez écrit? Elle n'a pas répondu. Son visage disait qu'elle se souvenait de chaque mot. Rebecca s'est approchée à côté de moi, calme comme une porte fermée. Je suis l'avocate de Madame Cédillo, a-t-elle dit à Viviane, à Gérard, à la salle qui écoutait. Avant que quiconque dans cette famille ne prononce le mot avocat, la visite des grands-parents dans cet état contre une mère apte pour un enfant que vous n'avez jamais rencontré? Vous êtes les bienvenus pour essayer. Vous dépenserez beaucoup d'argent, et vous ne gagnerez pas ce que vous avez jeté par la porte. Elle a laissé cela faire son effet. Personne ne respirait. Et pour toute autre réclamation, a-t-elle ajouté, presque doucement, je réfléchirai très sérieusement à cela dans une pièce pleine de gens qui viennent de voir comment cette famille se comporte. Gérard en avait assez entendu. Quelque chose en lui était devenu gris et silencieux et très vieux. Il a pris Viviane par le coude. Viviane, a-t-il dit, nous partons maintenant. Pendant une seconde, elle lui a résisté. Puis elle a regardé autour de la pièce, vraiment regardé, et l'a finalement vu. Le téléphone du journaliste, les visages tournés vers elle, la foule qui était venue me célébrer et qui venait de la voir se jeter sur mon enfant. Ses propres mots flottant encore dans l'air, qu'elle ne pourrait jamais reprendre. Ils sont sortis comme des gens qui s'éloignent d'un incendie qu'ils ont eux-mêmes allumé. Daniel est parti en dernier. À la porte, il s'est arrêté et a regardé Ellie une dernière fois. Et pendant un instant, j'ai vu l'homme que j'ai épousé quelque part là-dedans, en train de se noyer. Puis il a disparu aussi. La porte vitrée s'est refermée derrière eux trois. Toute la salle a expiré en même temps. Si on vous a déjà dit que vous n'étiez pas assez par les personnes qui étaient censées vous aimer quoi qu'il arrive, j'espère que vous êtes partis aussi, et j'espère que vous êtes toujours debout. Dites-moi dans les commentaires qui vous a finalement appris ce que signifie une vraie famille. Je lis chacun d'entre eux. Ils ne m'ont plus jamais contacté d'une manière qui comptait. Quelques semaines plus tard, une lettre de Daniel est arrivée. J'ai reconnu son écriture sur l'enveloppe. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai mise dans la boîte à chaussures avec la carte, parce qu'une partie de moi est toujours la cliente prudente de Rebecca, mais je n'avais pas besoin de ce qu'il y avait à l'intérieur. Il n'y avait pas de réponse dans cette enveloppe que j'attendais encore. L'avocat de Daniel a fait une demande discrète cet été-là. Rebecca y a répondu par une seule lettre, et cela n'a mené nulle part. Il n'avait pas la volonté de se battre, et les personnes qui l'avaient poussé toute sa vie n'avaient aucun argument valable. Viviane avait passé toute sa vie à vénérer un nom et une lignée, et à la fin, elle avait jeté le seul petit-fils qu'elle aurait jamais par la porte avant même de savoir qu'il existait. Il y a une sorte de justice qui n'a pas besoin de tribunal. Elle doit vivre dans cette maison sous ses 4 générations de photographies en sachant exactement ce qu'elle a fait. Je pense à elle parfois. Je pense à cette nuit dans sa cuisine, l'eau qui coule. Je sais ce que coûte un mariage sans enfant. Je comprends maintenant qu'elle avait été menacée du même exil autrefois, il y a longtemps, par sa propre belle-mère. Elle y a survécu en devenant la chose même qui l'a presque détruite, puis elle l'a dirigée contre moi. Ce n'est pas une excuse, mais ce n'est pas non plus une méchante de dessin animé. C'est juste triste, et maintenant c'est à elle de le porter seule. Voici ce que je porte à la place. Théo n'a jamais eu une seule goutte du sang d'Ellie, et il est le seul père que mon fils ait jamais connu. C'est lui qui lui a appris à poncer dans le sens du grain, celui qui est là à chaque genou écorché, celui qui se présente discrètement, complètement, comme les gens qui disent que vous méritez mieux ne le font jamais vraiment. Quelques mois après l'inauguration, Ellie était dans l'atelier, perchée sur son tabouret pendant que Théo guidait ses petites mains sur une planche, la lumière de l'après-midi épaisse dessus. Et mon fils a levé les yeux et l'a dit, aussi facilement que de respirer, comme s'il l'avait dit toute sa vie. « Papa, est-ce que c'est assez lisse ?» Les mains de Théo se sont immobilisées sur le bois. Il n'en a pas fait toute une histoire. Il s'est éclairci la gorge et quand sa voix est sortie, elle était rauque. « Oui, mon grand, a-t-il dit, c'est à peu près parfait. J'ai dû sortir par la porte arrière pour qu'ils ne me voient pas pleurer. Ils m'ont dit un jour que je ne pouvais pas donner une vraie famille à un homme. Ils avaient raison sur une seule chose. Je ne pouvais pas la donner à cet homme, dans cette maison, sous ce nom. Il s'est avéré que je n'avais tout simplement pas encore rencontré la bonne personne avec qui en construire une. Nous l'avons faite nous-mêmes avec nos 2 paires de mains et nous avons gravé un roitelet et une pierre en dessous où personne d'autre n'a besoin de le voir pour que nous sachions toujours que c'est la nôtre.